Histoire à mon mari contrôle ce que je mange, ne me laisse pas lire de romans d'amour parce qu'il dit que c'est de la tromperie, et a admis qu'il s'assoit devant la salle de bain pour écouter chacune de mes douches afin de surveiller si je me masturbe après m'avoir surprise une fois et avoir détruit mon vibromasseur. Moi, femme de 26 ans, je poste ceci parce qu'il s'est passé quelque chose hier soir que je n'arrive pas à me sortir de la tête et j'ai besoin de savoir si je réagis de manière excessive ou si c'est aussi étrange que cela me paraît. Il y a environ 8 mois, je prenais une douche. C'était l'un de ces rares matins où mon mari Julien, 29 ans, était déjà parti travailler tôt et où j'avais l'appartement pour moi seul avant le début de mes cours. Je suis en école supérieure pour terminer mon master en éducation. J'ai décidé d'utiliser mon vibromasseur sous la douche car il était étanche et que j'avais un peu de temps seul. Je ne m'attendais pas à ce que Julien revienne à la maison. Il avait oublié le chargeur de son ordinateur portable et est revenu le chercher. Il est entré directement dans la salle de bain pendant que j'y étais. Le rideau de douche n'était pas transparent, mais ce que je faisais était évident vu le bruit et ma réaction lorsqu'il a ouvert la porte. Il a immédiatement commencé à crier. Il a dit que ce que je faisais était dégoûtant et que c'était la même chose que de le tromper. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas de la tromperie et que c'était juste une chose normale que les gens font, mais il ne voulait rien entendre. Il n'arrêtait pas de dire que s'il ne me suffisait pas, alors peut-être que nous ne devrions pas être ensemble. Il m'a fait sentir comme si j'avais fait quelque chose de terrible. J'ai fini par m'excuser plusieurs fois et je lui ai promis que je ne le referai plus. Il a semblé satisfait de cela et nous sommes passés à autre chose. Une semaine plus tard, nous avons essayé d'utiliser le vibromasseur ensemble pendant un rapport sexuel. Il l'avait suggéré lui-même, ce qui m'avait surprise vu sa réaction précédente. Mais quand je suis allé le chercher dans le tiroir, il ne s'allumait pas. Les piles étaient mortes alors qu'elles étaient neuves. J'ai mis des piles neuves et ça ne fonctionnait toujours pas. Julien a dit qu'il devait être cassé et qu'on devrait juste le jeter. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il fonctionnait très bien avant, mais je n'y ai pas trop pensé sur le moment. Avec le recul, je pense qu'il l'a peut-être cassé exprès ou qu'il l'a jeté et remplacé par un cassé. Après ça, j'ai arrêté d'essayer d'en parler. Je pensais que peut-être il avait raison et que je devais juste me concentrer sur nous deux. Mais je voulais quand même un peu de temps pour moi de temps en temps. La seule véritable intimité que j'avais était sous la douche car Julien travaille à domicile la plupart du temps et nous vivons dans un petit appartement à Lyon. J'ai commencé à utiliser le pommeau de douche à la place. Ce n'était pas pareil, mais ça fonctionnait et je me disais que c'était inoffensif puisqu'il ne le saurait jamais. Il y a environ 3 mois, j'étais sous la douche en train de faire ça et Julien a soudainement frappé très fort à la porte de la salle de bain. Il a demandé ce qui me prenait autant de temps. J'ai dit que je me lavais juste les cheveux et que je sortirais bientôt. Il n'a rien dit d'autre, mais je pouvais l'entendre rester devant la porte pendant 1 minute avant de s'éloigner. Ça m'a rendu nerveuse, mais je me suis convaincu que j'étais paranoïaque. Depuis lors, je me suis assuré de ne prendre que des douches rapides quand il était à la maison et de garder les plus longues pour quand il était sorti faire des courses ou à la salle de sport. Cela semblait bien fonctionner, et il n'a jamais rien dit d'autre à ce sujet. Hier soir, j'ai pris une douche normale. Je me lavais juste les cheveux et le corps, rien d'autre. Ça a pris peut-être 10 minutes au total. Quand je suis sorti, Julien était assis sur le canapé et il semblait irrité. Il m'a à peine regardé quand je suis entré dans le salon. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il a dit rien. Je me suis assise à côté de lui et j'ai redemandé si tout allait bien. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé comment était ma douche. La façon dont il l'a dit m'a noué l'estomac. Ce n'était pas une question normale. Son ton était accusateur. Je lui ai dit que c'était bien et j'ai demandé pourquoi il posait la question. Il m'a fixé pendant un long moment puis a dit qu'il devait me dire quelque chose. Il a dit qu'à chaque fois que je prends une douche, il s'assoit devant la porte de la salle de bain et écoute. Il écoute pour savoir si je me masturbe ou non. Il a dit qu'il faisait ça depuis des mois, depuis qu'il m'avait surprise cette fois-là. Il a dit que c'était la seule façon pour lui de savoir avec certitude que je ne recommençais pas. Je ne savais pas quoi dire. Je l'ai juste regardé. Il semblait agacé que je ne réponde pas et a dit qu'il pouvait dire que je ne faisais rien ce soir, donc je ne devrais pas être contrarié. Il a dit qu'il s'assurait juste que je tenais ma promesse. J'ai fini par lui demander pourquoi il pensait que c'était acceptable. Il a dit qu'il avait besoin de savoir parce qu'il ne pouvait pas me faire confiance après ce qui s'était passé. Je lui ai dit que c'était une énorme invasion de ma vie privée et il a ri.
Il a dit que j'étais dramatique et que ce n'était pas grand-chose. Il a dit que les gens mariés n'ont pas de secret et que je devrais être contente qu'ils se soucient assez pour faire attention. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Je suis allé me coucher sans rien dire d'autre. Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au nombre de fois où il a dû être assis devant la porte. Combien de douches j'ai prises ces derniers mois et comment il était là-bas à écouter à chaque fois. Ça me donnait la chair de poule. Je n'arrêtais pas non plus de penser à sa réaction quand il m'a surprise. Comment il m'a fait sentir comme une mauvaise personne pour avoir fait quelque chose de tout à fait normal. Comment il a cassé mon vibromasseur ou l'a jeté. Comment il agit comme s'il avait le droit de contrôler ce que je fais de mon propre corps. Ce matin, j'ai décidé de poster ici parce que j'avais besoin d'un point de vue extérieur. Je voulais demander comment je devrais aborder le sujet avec lui à nouveau et expliquer que ce qu'il a fait n'était pas correct, mais je ne voulais pas non plus être irrespectueuse ou déclencher une énorme dispute. J'essaie encore de tout assimiler. J'ai lu les commentaires ces dernières heures et honnêtement, ils m'ont ouvert les yeux. Beaucoup de gens soulignent des choses auxquelles je n'avais pas vraiment pensé auparavant. Maintenant que j'y pense plus clairement, je réalise que ce n'est pas la seule chose que Julien contrôle. Il contrôle ce que je mange. Il me dit que je ne devrais pas manger de glucides après 18 heures parce que je vais grossir. Je pèse 54 kg pour un M65. Il s'énerve aussi quand je lis certains livres. Il dit que les romans d'amour sont essentiellement de la tromperie parce que je fantasme sur d'autres hommes. Il n'aime aucune de mes amies. Il dit qu'elles sont toutes de mauvaises influences et qu'elles ne se soucient pas de moi. Il fait aussi des commentaires chaque fois que je vais à la salle de sport ou que je porte certains vêtements. Il dit que j'essaie d'attirer l'attention d'autres hommes ou que j'exhibe mon corps. J'ai appelé ma mère il y a 1 heure. Je lui ai dit que Julien et moi avions des problèmes et j'ai demandé si elle pouvait venir et rester dans le coin ce week-end. Je ne lui ai pas encore donné les détails. J'ai juste dit que j'avais besoin qu'elle soit là quand je lui parlerais de quelque chose d'important. Elle a dit qu'elle partirait demain matin et serait là vendredi soir. Elle vit en Bretagne, à environ 7 heures de route. Elle m'a dit qu'elle prendrait une chambre d'hôtel et de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit avant. Je suis soulagé qu'elle vienne. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un ici juste au cas où les choses tourneraient mal. Mise à jour cela fait 1 semaine que j'ai posté. Beaucoup de choses se sont passées et j'essaie encore de tout digérer. Ma mère est arrivée vendredi soir comme elle l'avait dit. Elle m'a envoyé un texto quand elle est arrivée à l'hôtel et je lui ai dit que je l'appellerais si j'avais besoin d'elle. J'ai décidé que je devais parler à Julien ce soir-là tant que je savais qu'elle était tout près. J'ai attendu après le dîner, quand nous étions tous les deux assis dans le salon. J'ai évoqué l'idée d'acheter un nouveau vibromasseur. J'ai essayé d'en parler de manière décontractée. Julien a immédiatement demandé pourquoi j'en voulais un. J'ai expliqué que je pensais que cela pourrait être quelque chose d'amusant pour nous deux et que cela pourrait améliorer les choses au lit. Il m'a fixé puis a demandé s'il n'était pas assez bien. Je lui ai dit que cela n'avait rien à voir avec ça et que beaucoup de couples utilisent des jouets ensemble. Il a demandé si je le voulais juste pour l'utiliser toute seule. J'ai dit peut-être parfois, mais que ce n'était pas grand-chose de toute façon. Il est devenu silencieux puis a dit que je savais ce qu'il pensait de ma masturbation. Il a dit qu'il m'avait déjà dit pourquoi cela le dérangeait et que j'essayais de repousser ses limites. Je lui ai demandé s'il se masturbait jamais. Il a dit non et que les hommes qui font ça sont faibles. Il a dit qu'ils perdent leur temps à ça au lieu de faire quelque chose de productif. Puis il a répété que le fait que je me masturbe était essentiellement la même chose que de tromper. Je lui ai dit que cela n'avait aucun sens parce que la tromperie implique une autre personne et que je serais seul. Il n'a pas aimé ça. Il s'est levé et m'a dit d'aller me fourrer le pommeau de douche entre les jambes si je voulais tellement jouir. Puis il a dit que je pouvais aller faire le cheval ailleurs si je n'étais pas heureuse avec lui. Il est monté à l'étage et je pouvais l'entendre claquer des tiroirs. On aurait dit qu'il faisait mes valises. Je me suis assise sur le canapé et je n'ai pas bougé. Normalement, j'aurais couru à l'étage pour m'excuser et le supplier de se calmer. Cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai juste attendu. Après environ 20 minutes, il est redescendu. Il s'est assis à côté de moi et a dit qu'il était désolé d'avoir crié. Il a dit qu'il était juste mal à l'aise avec l'idée que je me masturbe dans l'appartement parce que cela lui donnait l'impression de ne pas être désiré. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai et que je le voulais toujours. Il a dit d'accord et qu'il supposait qu'on pouvait laisser tomber. J'ai laissé passer pour la soirée.
J'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire qu'elle pouvait retourner à l'hôtel et que j'allais bien pour l'instant. Elle a dit qu'elle restait en ville pour le week-end de toute façon au cas où j'aurais besoin d'elle. Plus tard cette nuit-là, alors que nous étions au lit, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la conversation. Je savais que si je n'abordais pas le sujet de l'écoute maintenant, cela ne serait jamais traité. Je lui ai demandé s'il s'asseyait toujours devant la porte de la salle de bain quand je prenais ma douche. Il s'est immédiatement tendu. Il a dit qu'il plaisantait à ce sujet et m'a traité de stupide pour l'avoir cru. Je lui ai dit que cela ne ressemblait pas à une blague. Il a dit que j'étais folle et qu'il n'arrivait pas à croire que je pensais vraiment qu'il ferait ça. J'ai continué à insister. Je lui ai dit que c'était une chose bizarre sur laquelle plaisanter, surtout qu'il était en colère quand il l'a dit. Nous avons débattu pendant un moment. Finalement, il a admis qu'il l'avait fait quelques fois. Il a dit que c'était seulement après m'avoir surprise sous la douche cette première fois et qu'il voulait juste s'assurer que je ne lui mentais pas. J'ai demandé s'il pensait que c'était une invasion de ma vie privée. Il a dit que nous étions mariés et que les gens mariés n'ont pas de vie privée. Il a dit que je n'avais pas le droit à la vie privée vis-à-vis de lui. Je lui ai demandé s'il voudrait que je sois dans la salle de bain avec lui pendant qu'il utilise les toilettes. Il a dit non. J'ai demandé pourquoi pas. Il a dit que c'était différent. J'ai demandé en quoi c'était différent. Il a dit que c'était juste comme ça et que je déformais ses propos. La conversation s'est transformée en une véritable dispute. Nous crions tous les deux. Il a dit que j'étais une moins que rien et que je n'avais rien sans lui. Il a dit que mon corps était dégoûtant et qu'il avait parfois envie de vomir en me regardant. Il a dit que j'étais grosse et que personne d'autre ne voudrait jamais de moi. Il a dit que j'avais de la chance qu'il m'ait même donné une chance. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Mes mains tremblaient tellement que je voyais à peine l'écran. Je lui ai dit de venir me chercher. Julien a ri et a dit que ma mère n'allait pas conduire cette heure au milieu de la nuit pour venir me chercher. J'ai attrapé un sac et j'ai commencé à y jeter des vêtements. Je lui ai crié que ma mère était déjà en ville et qu'elle logeait à l'hôtel. Son visage a complètement changé. Il a commencé à pleurer. Il a dit qu'il savait qu'il avait des problèmes et qu'il était contrôlant. Il a dit qu'il était terrifié à l'idée de me perdre et qu'il n'était pas assez bien pour moi. Puis il a dit que si je le quittais, il ne savait pas ce qu'il se ferait. J'ai arrêté de faire mes bagages et je l'ai regardé. Il était assis par terre en sanglotant. Je n'ai rien ressenti. J'ai réalisé que je ne voyais plus l'homme que j'avais épousé. Je voyais quelqu'un qui me contrôlait depuis des années et j'avais juste été trop proche pour le remarquer. J'ai pris mon sac et je suis descendu. Ma mère a frappé à la porte quelques minutes plus tard. Julien a couru dans la salle de bain et s'est enfermé à clé. Je suis parti avec ma mère. Nous sommes retournés à son hôtel. Elle a demandé s'il m'avait frappé et j'ai dit non. Elle n'a rien demandé d'autre. Nous sommes juste restés assises dans la chambre d'hôtel en silence pendant un moment. Je lui ai demandé si nous pouvions juste rester là pour la nuit et ne pas encore en parler. Elle a dit bien sûr. J'ai à peine dormi. Le lendemain matin, Julien a commencé à m'envoyer des textos. Au début, il s'excusait et me suppliait de revenir. Puis les messages ont commencé à devenir méchants. Il a dit que j'allais perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il a dit que ses amis et ses parents ne m'avaient jamais aimé de toute façon. Il a dit qu'il avait toujours eu honte d'être vu avec moi. Il a dit que j'étais laide et qu'il n'était avec moi que parce que j'étais facile. Il a dit que je le trompais probablement avec d'autres types et que c'était pour ça que je voulais tant me masturber. Les messages ont continué à arriver toute la journée de samedi et jusque dimanche. J'ai réalisé que je ne voulais pas y retourner. Pas parce que ma mère m'a dit de ne pas le faire ou parce que les gens sur le forum m'ont dit de ne pas le faire. Je ne voulais juste plus être avec lui. Je ne pouvais pas imaginer retourner dans cet appartement et faire semblant que tout allait bien. J'ai appelé mon amie Aurélie et je lui ai demandé si je pouvais rester chez elle pendant un moment. Elle a un appartement de 2 chambres et une colocataire vient de déménager. Elle a dit oui immédiatement. Ma mère m'a aidé à élaborer un plan. Je resterai chez Aurélie jusqu'à la fin du semestre, ce qui était dans environ 4 semaines. Ensuite, je retournerai chez mes parents en Bretagne pour l'été et je verrai quoi faire à partir de là. Mise à jour 2, cela fait 3 semaines que je suis parti. Je n'ai répondu à aucun des messages de Julien, mais je n'ai pas non plus bloqué son numéro. Ma mère a dit que je devrais garder les messages au cas où j'en aurais besoin pour le divorce. Il a envoyé plus de 200 textos à ce stade. Certains sont des excuses.
La plupart sont des insultes. Quelques jours après mon départ, il a commencé à envoyer des messages disant qu'il m'avait trompé tout le temps que nous étions ensemble. Il a dit qu'il avait couché avec 2 femmes différentes à son enterrement de vie de garçon. Je n'avais pas eu le droit d'avoir un enterrement de vie de jeune fille parce qu'il disait que c'était vulgaire. Il a aussi envoyé un message disant qu'il n'était resté avec moi que parce qu'il voulait coucher avec moi après mes 18 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble quand j'avais 21 ans, donc ce message n'avait même pas de sens, mais c'était quand même perturbant. Mercredi, il a envoyé un long message qui était différent des autres. C'était calme et il disait qu'il avait beaucoup réfléchi. Il a dit qu'il voulait changer et qu'il savait qu'il avait besoin d'aide. Il a dit qu'il m'aimait et voulait une autre chance. Pendant un instant, j'ai failli répondre. Cela semblait sincère, mais ensuite j'ai réalisé qu'il disait juste tout ce qu'il pensait qui fonctionnerait. J'ai supprimé le message et je n'ai pas répondu. Le côté pratique du départ a été plus difficile que je ne l'espérais. Nous avons un compte bancaire joint. Nous sommes sur la même assurance auto. Nous avons un forfait téléphonique partagé. Son nom est sur mon prêt auto en tant que co-signataire parce que j'étais en CDD quand je l'ai acheté il y a 2 ans. J'ai pris son nom de famille quand nous nous sommes mariés. Nous partageons des abonnements pour des services de streaming et nous avons une adresse email commune pour les factures. J'ai commencé par annuler tous les abonnements. Ensuite, j'ai supprimé le compte email partagé. J'ai appelé l'opérateur téléphonique et j'ai demandé à séparer ma ligne. Ils m'ont laissé passer sur le forfait de mes parents et j'ai obtenu un nouveau numéro de téléphone. J'ai désactivé le partage de position sur mon téléphone et je les ai bloqués sur tous les réseaux sociaux. J'ai changé tous mes mots de passe et créé une nouvelle adresse email. J'ai créé un nouvel identifiant Apple pour mon ordinateur portable afin qu'il ne puisse accéder à rien dessus. Ma mère m'a mis en contact avec une avocate spécialisée en divorce qu'une de ses amies a utilisée. Nous avons eu un appel vidéo lundi dernier. L'avocate va demander le divorce et m'aider à retirer mon nom du compte bancaire joint. Elle va aussi m'aider pour mes finances et à retirer le nom de Julien de mon prêt auto. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'argent de sa part. Je voulais juste sortir de là le plus vite possible. Elle a dit que cela devrait simplifier les choses. Lundi, ma mère et le petit ami d'Aurélie sont allés à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires. Julien n'a pas ouvert la porte au début. Ils ont frappé pendant près de 10 minutes. Finalement, il a ouvert. Il les a laissés entrer puis s'est assis à la table de la cuisine et n'a rien dit. Ils ont fait l'aller-retour en moins d'1 heure. La plupart des meubles et des affaires dans l'appartement étaient à lui de toute façon, donc il n'y avait pas grand-chose à prendre. Ils ont tout apporté chez Aurélie, et je m'installe ici. Aurélie a été géniale. Elle travaille pendant la journée, donc j'ai l'appartement pour moi pendant que j'étudie. Nous dînons ensemble la plupart des soirs et regardons la télé. Elle n'a pas posé trop de questions sur ce qui s'est passé. Elle a juste dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Mise à jour 3. Cela fait presque 2 mois depuis mon poste original. Mes examens sont la semaine prochaine et j'étudie constamment. L'avocate gère tout pour le divorce. Je lui ai demandé de s'occuper d'autant de choses que possible pour que je puisse me concentrer sur la fin de mes études. Jusqu'à présent, nos forfaits téléphoniques sont séparés et les comptes bancaires sont séparés. Le nom de Julien devrait être retiré de mon prêt auto dans les prochaines semaines. La procédure pour reprendre mon nom de jeune fille est aussi lancée. Je n'ai pas eu de nouvelles de Julien depuis environ 3 semaines. Je ne sais pas s'il a finalement abandonné ou si son avocat lui a dit d'arrêter de me contacter. Quoi qu'il en soit, je suis soulagé. Je pensais que je me sentirais plus partagé à propos de tout ça, mais je me sens surtout fatigué. Certains jours, il me manque, ou la version de lui que je croyais qu'il était avant que tout cela n'arrive me manque. Puis je me souviens des choses qu'il a dites et de la façon dont il m'a fait sentir et je sais que j'ai fait le bon choix. Je fais du sport tous les jours. Ça m'aide à me vider la tête et me donne quelque chose sur quoi me concentrer en dehors des études. J'apprends aussi à cuisiner de vrais repas au lieu de juste réchauffer des plats surgelés. Aurélie m'a appris certaines de ses recettes. Ça fait du bien de prendre soin de moi d'une manière que je ne faisais pas avant. Mes parents m'appellent presque tous les jours. Ils sont venus il y a 2 semaines pour me rendre visite et nous ont emmenés, Aurélie et moi, dîner au restaurant. Mon père n'a pas dit grand-chose sur Julien. Il a juste demandé si j'allais bien et si j'avais besoin de quelque chose. Ma mère a été plus explicite sur le fait qu'elle ne lui avait jamais fait confiance, mais elle essaie de ne pas trop en dire.
J'apprécie qu'il me laisse traiter cela à mon propre rythme. Une fois mes examens terminés, je retourne chez moi en Bretagne pour l'été. J'ai besoin d'être loin de Lyon et de toute chance de croiser Julien. Mes parents ont dit que je peux rester avec eux aussi longtemps que nécessaire pendant que je décide des prochaines étapes. J'espère trouver un poste d'enseignante pour la rentrée de septembre quelque part près de chez moi. J'ai besoin d'un nouveau départ. Je n'arrête pas de penser à mon poste original et au fait que je demandais des conseils sur la façon d'aborder l'histoire de la porte de la salle de bain sans manquer de respect à Julien. Je n'arrive pas à croire que c'était ma plus grande préoccupation à l'époque. Les commentaires sur ce poste m'ont fait voir des choses que j'ignorais depuis des années. Je ne pense pas que je serais parti si je n'avais pas posté. Je me serais probablement convaincu que ce n'était pas si grave et je serais resté. Je ne vais pas dire que je suis contente que ce soit arrivé ou que je suis mieux maintenant ou quoi que ce soit de ce genre. En ce moment, j'essaie juste de traverser chaque jour et de terminer mon diplôme. J'essaie de ne pas penser trop loin parce que ça devient accablant. Mais je sais que je ne reviendrai pas en arrière. Cette partie est certaine. Maintenant, passons à l'histoire suivante. Histoire de la petite amie culturiste de mon frère a manqué de respect à mon dîner d'anniversaire en apportant son propre repas. Elle l'a convaincu que j'étais jalouse et l'a retourné contre notre famille en utilisant le fitness comme une arme. Je m'appelle Valérie, femme de 32 ans, et j'ai besoin de savoir si je suis allée trop loin ici. Cela s'est passé lors de mon dîner d'anniversaire le week-end dernier, et ma famille est divisée sur la question de savoir si j'ai réagi de manière excessive. Un peu de contexte d'abord. Je suis passionné par la pâtisserie et la cuisine depuis mon adolescence. Ma mère m'a appris les bases, mais j'ai vraiment développé mes compétences au fil des années en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres de cuisine et en expérimentant simplement. Je travaille comme graphiste, mais la cuisine est mon véritable amour. Je passe la plupart des week-ends à essayer de nouvelles recettes et j'aime sincèrement nourrir les gens. Cela me rend heureuse quand quelqu'un apprécie quelque chose que j'ai fait à partir de zéro. Mon frère Thomas, homme de 29 ans, sort avec cette fille, Laure, femme de 27 ans, depuis environ 8 mois maintenant. Elle a l'air assez gentille, mais nous ne nous connaissons pas vraiment bien. Elle est très calme lorsqu'elle vient aux réunions de famille et reste la plupart du temps assise à côté de Thomas. J'ai essayé de l'inclure dans les conversations, mais elle donne des réponses courtes et ne semble pas très intéressée à parler. Thomas est complètement fou d'elle, cependant. Il parle d'elle constamment et l'emmène partout. Or, pour mon anniversaire cette année, j'ai décidé d'organiser un dîner dans mon appartement à Nantes au lieu d'aller au restaurant comme nous le faisons habituellement. Je voulais cuisiner pour tout le monde puisque c'est ce que j'aime faire. J'ai invité mes parents, Thomas, Laure et ma meilleure amie, Sophie, 31 ans. J'ai planifié le menu des semaines à l'avance parce que je voulais que tout soit parfait. J'ai décidé de faire un filet de bœuf en croûte comme plat principal car c'est quelque chose que je voulais essayer depuis des mois. J'ai passé toute la journée précédant mon anniversaire à faire la duxelle de champignons et à tout préparer. Le jour J, j'ai commencé à cuisiner à midi. J'ai fait des légumes rôtis, une purée de pommes de terre au beurre et à la crème, une salade verte avec une vinaigrette maison et des moelleux au chocolat pour le dessert. Le filet de bœuf en croûte à lui seul m'a pris 4 heures parce que je voulais que la pâte soit dorée et le bœuf parfaitement saignant à point. Tout le monde est arrivé vers 18 heures. Mes parents ont apporté du vin et Sophie a apporté des fleurs. Thomas et Laure sont arrivés en dernier. Quand j'ai ouvert la porte, Laure portait ce grand sac isotherme. J'ai pensé qu'elle avait peut-être apporté un dessert ou du vin ou quelque chose pour contribuer, ce qui aurait été gentil. Nous nous sommes tous assis à ma table à manger et j'ai commencé à sortir la nourriture. J'étais vraiment fier de tout, surtout du bœuf en croûte. Il ressemblait exactement à ceux que j'avais vus dans les émissions de cuisine. Je l'ai coupé et le bœuf était parfait. La pâte était feuilletée et tout le monde complimentait l'apparence et l'odeur de tout. C'est à ce moment-là que Laure a ouvert son sac isotherme et en a sorti 3 récipients. Elle les a ouverts et a commencé à installer son propre repas à ma table à manger. Un récipient contenait ce qui ressemblait à un blanc de poulet grillé nature. Un autre contenait des brocolis à la vapeur, et le troisième contenait une sorte de poudre protéinée mélangée à de l'eau. Tout le monde s'est arrêté de parler et l'a juste fixé. Mon père tenait sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Ma mère avait l'air confuse. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Thomas avait l'air mal à l'aise mais n'a rien dit. J'ai demandé alors ce qu'elle faisait et elle a dit qu'elle avait apporté sa propre nourriture parce qu'elle suivait un régime strict de compétition de fitness.
elle a expliqué qu'elle s'entraînait pour une compétition de culturisme dans 3 mois et que son entraîneur lui imposait un plan alimentaire très spécifique. Elle a dit qu'elle ne pouvait rien manger qui ne soit pas mesuré exactement au poids. J'étais honnêtement choqué. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle mentionne cela au préalable parce que j'aurais pu faire quelque chose qui correspondait à son régime ou au moins savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle mange ce que j'avais cuisiné. Elle a dit qu'elle ne voulait pas déranger et que c'était plus simple d'apporter juste sa propre nourriture. Ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'elle a dit cela comme si c'était tout à fait normal. Elle a commencé à manger son poulet nature pendant que nous étions tous assis là avec ce repas élaboré que j'avais passé 2 jours à préparer. C'était comme si elle faisait une déclaration disant que ma nourriture n'était pas assez bonne ou que mon dîner d'anniversaire ne valait pas la peine d'ajuster sa routine. Ma mère a essayé de briser la tension en interrogeant Laure sur sa compétition. Laure a commencé à parler de son programme d'entraînement et de ses exigences alimentaires. Elle a dit qu'elle mange la même chose tous les jours et qu'elle n'a pas fait d'écart depuis 4 mois. Elle semblait fière de cela. J'ai essayé d'apprécier le dîner, mais je n'arrêtais pas de regarder Laure manger son repas Tupperware à ma table d'anniversaire. Cela semblait irrespectueux. Je comprends qu'on puisse avoir des restrictions alimentaires ou des objectifs, mais apporter sa propre nourriture au dîner d'anniversaire de quelqu'un sans aucun avertissement m'a semblé impoli, surtout quand cette personne a passé des jours à tout préparer à partir de zéro. Après avoir fini le plat principal, j'ai sorti les moelleux au chocolat. Laure a refusé et a sorti une barre protéinée de son sac. À ce moment-là, j'en avais assez. Je lui ai dit que bien que je respecte ses objectifs de fitness, apporter sa propre nourriture à mon dîner d'anniversaire sans me le dire me semblait inconsidéré. J'ai dit que cela me donnait l'impression que mes efforts ne comptaient pas, alors s'est mise sur la défensive et a dit que j'étais dramatique. Elle a dit que sa compétition était plus importante qu'un simple dîner et que je devrais comprendre son dévouement. Elle a dit que la plupart des gens ne prennent pas le fitness au sérieux et que c'est pour cela qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Je lui ai dit que ce n'était pas la question. La question était qu'elle aurait pu me prévenir pour que je ne sois pas prise au dépourvu, ou qu'elle aurait pu manger avant et prendre juste une petite portion de ce que j'avais fait. J'ai dit qu'il y avait des moyens de gérer cela qui ne m'auraient pas fait sentir irrespectée le jour de mon anniversaire. Laure s'est levée et a dit qu'elle n'allait pas s'excuser de prioriser sa santé et ses objectifs. Elle a dit que si je ne pouvais pas soutenir son dévouement, alors c'était mon problème. Elle a remballé ses récipients et a dit à Thomas qu'elle partait. Thomas nous a regardés tour à tour puis l'a suivi dehors. Il n'a pas dit joyeux anniversaire ni au revoir ni rien. Ils sont juste partis. Mes parents et Sophie sont restés 1 heure de plus, mais l'ambiance était définitivement gâchée. Ma mère a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais contrarié, mais que j'aurais peut-être dû gérer cela plus en privé. Mon père a dit que Laure était impolie et que Thomas aurait dû me prévenir pour son régime. Sophie était complètement de mon côté et a dit que ce que Laure avait fait était inconsidéré. Depuis lors, Thomas m'envoie des textos disant que j'ai embarrassé Laure et gâché ce qui aurait dû être une belle soirée. Il a dit que je l'avais fait se sentir indésirable et que je ne comprenais pas à quel point elle travaille dur pour sa compétition. Il veut que je m'excuse auprès d'elle. Ma mère a appelé hier et a dit que je devrais peut-être juste m'excuser pour maintenir la paix dans la famille. Elle a dit que Laure ne voulait probablement pas être impolie et que j'avais peut-être réagi de manière excessive parce que c'était mon anniversaire et que j'étais stressé, mais je ne pense pas avoir eu tort. J'ai passé 2 jours à cuisiner pour tout le monde et elle s'est pointée avec des Tupperware comme si elle déjeunait à son bureau. Elle ne m'a donné aucun avertissement ni aucune chance de m'adapter à ses besoins. Et puis quand j'ai essayé d'aborder le sujet, elle s'est mise sur la défensive et a fait comme si j'étais déraisonnable de vouloir un peu de courtoisie élémentaire. Je ne lui demande pas de briser son régime. Je ne lui demande pas de manger des choses qui ne correspondent pas à ses objectifs. Je pense juste qu'elle aurait pu mieux gérer cela. Un simple texto au préalable aurait tout résolu. Donc, suis-je la méchante pour avoir confronté Laure sur le fait d'avoir apporté sa propre nourriture à mon dîner d'anniversaire? Devrais-je m'excuser pour garder la paix avec mon frère? Mise à jour. J'ai posté il y a quelques semaines à propos de la petite amie de mon frère apportant sa propre nourriture à mon dîner d'anniversaire. Beaucoup de gens ont demandé une mise à jour, alors la voici. Les choses sont devenues beaucoup plus compliquées que je ne le pensais. Après mon post original, Thomas a continué à m'envoyer des textos tous les quelques jours pour me demander quand j'allais m'excuser auprès de Laure. J'ai ignoré la plupart de ces messages parce que je ne pensais pas avoir quoi que ce soit à me faire pardonner. Mes parents n'arrêtaient pas de suggérer que je dise juste désolé pour apaiser les choses, mais j'ai tenu bon. Environ 1 semaine après mon anniversaire,
ma mère a invité Thomas et Laure à dîner le dimanche. Elle ne m'a pas dit qu'ils venaient jusqu'à ce que j'arrive chez mes parents comme je le fais la plupart des dimanches. Quand je suis entré, Laure était assise à la table de la cuisine avec ce qui ressemblait à un dossier de présentation devant elle. Ma mère avait clairement parlé alors de la situation parce que Laure a immédiatement commencé à m'expliquer sa routine de fitness. Elle avait imprimé son plan de repas, son programme d'entraînement et des informations sur les compétitions de culturisme. Elle m'a montré des photos d'autres femmes culturistes et a expliqué à quel point leurs régimes doivent être stricts. J'ai écouté poliment, mais j'étais confuse quant à la raison pour laquelle elle me montrait tout ça. J'avais déjà compris qu'elle avait des restrictions alimentaires. Ce n'était pas le problème. Puis Laure a dit qu'elle voulait m'aider à mieux comprendre son mode de vie. Elle a proposé de créer un plan de repas pour moi et a dit qu'elle pouvait m'obtenir un laissez-passer invité pour sa salle de sport. Elle a dit que si j'étais sérieuse au sujet du fitness, je comprendrais pourquoi sa compétition devait passer en premier. Cela m'a déplu. Je n'ai jamais rien dit sur le fait que ses objectifs de fitness étaient mauvais. Je voulais juste être prévenu qu'elle apportait sa propre nourriture, mais elle agissait comme si j'étais une personne en mauvaise santé qui ne comprenait pas le dévouement. Je lui ai dit que j'appréciais l'offre, mais que j'étais heureuse avec mon mode de vie actuel. J'ai répété que mon problème n'était pas son régime, mais le manque de communication. J'ai expliqué qu'en tant qu'hôtesse, je voulais juste savoir à l'avance pour pouvoir planifier en conséquence. Laure a repris ce même ton défensif de mon dîner d'anniversaire. Elle a dit que je passais à côté de l'essentiel et que les gens qui réussissent doivent faire des sacrifices. Elle a dit que si je tenais vraiment à Thomas, je soutiendrais les objectifs de sa petite amie au lieu de compliquer les choses. Thomas est intervenu et a dit que j'étais têtu et que Laure essayait de faire un effort. Il a dit que je devrais apprécier qu'elle soit prête à m'expliquer sa routine. C'est là que mon père a pris la parole. Il a dit qu'il était resté silencieux sur toute cette situation, mais qu'il en avait assez que Laure agisse comme si elle nous faisait une faveur en expliquant son régime. Il a dit que le vrai problème était les bonnes manières de base et la considération pour les autres. Le visage de Laure est devenu rouge et elle a commencé à rassembler ses papiers. Elle a dit que notre famille ne comprenait clairement pas l'engagement et qu'elle n'allait pas perdre son temps à essayer d'éduquer des gens qui ne voulaient pas apprendre. Thomas s'est mis en colère et a dit que nous étions tous sans soutien. Il a dit que Laure travaillait plus dur que n'importe lequel d'entre nous et méritait le respect pour son dévouement. Puis il a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il a dit que Laure lui avait dit que j'étais jalouse de sa discipline et de son corps. Il a dit qu'elle pensait que je l'avais invitée à dîner pour essayer de saboter son régime en la tentant avec de la nourriture malsaine. Il a dit que c'est pour ça qu'elle avait apporté son propre repas, parce qu'elle ne me faisait pas confiance pour ne pas essayer de la forcer à manger des choses qui gâcheraient ses progrès. J'étais stupéfaite. Je n'ai jamais rien dit sur son corps ni essayé de saboter quoi que ce soit. Je voulais sincèrement fêter mon anniversaire avec ma famille et mes amis. L'idée qu'elle pensait que j'essayais de saper son régime me paraissait complètement folle. Ma mère avait l'air horrifiée. Elle a demandé à Thomas s'il croyait vraiment que j'essaierais de saboter le régime de quelqu'un. Thomas est devenu nerveux et a dit qu'il ne faisait que répéter ce que Laure lui avait dit. Mon père s'est levé et a dit à Thomas et Laure qu'ils devaient partir. Il a dit que si Laure avait une si piètre opinion de notre famille qu'elle croyait que nous essaierions de la saboter, alors peut-être qu'elle ne devrait plus venir au dîner de famille. Laure a attrapé son dossier et est sortie en trombe. Thomas l'a suivi, mais s'est retourné à la porte et a dit que nous étions tous injustes et que Laure ne faisait que se protéger. Après leur départ, mes parents et moi sommes restés assis dans la cuisine, ne sachant pas vraiment quoi dire. Ma mère a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que Thomas penserait que j'étais jalouse ou que j'essaierais de saboter qui que ce soit. Mon père a dit qu'on aurait dit que Laure était paranoïaque et remplissait la tête de Thomas d'absurdité. Le lendemain, Thomas m'a appelé. Il a dit que Laure était contrariée par la façon dont le dîner s'était passé et qu'elle se sentait attaquée par toute sa famille. Il a dit qu'elle se demandait même si elle voulait encore être près de nous parce que nous étions tous si peu favorables. J'ai dit à Thomas que ça m'allait. J'ai dit que si Laure pensait que j'essayais de la saboter et ne pouvait pas gérer une simple conversation sur la communication, alors peut-être qu'il valait mieux qu'elle reste loin des événements familiaux. Thomas est devenu silencieux puis a dit quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Il a dit que Laure avait raison sur le fait que notre famille ne comprenait pas les gens qui réussissent. Il a dit que nous étions tous trop à l'aise avec la médiocrité pour apprécier quelqu'un qui était vraiment dévoué à ses objectifs. Ça m'a blessé parce qu'on aurait dit qu'ils nous regardaient tous de haut maintenant. Mes parents sont mariés depuis 35 ans et ont travaillé dur pour subvenir à nos besoins. J'ai un travail que j'aime et des loisirs qui me passionnent.
Aucun de nous n'est un raté ou une personne médiocre. J'ai dit à Thomas que Laure semblait l'avoir convaincu que quiconque ne vivait pas exactement comme elle était en quelque sorte inférieure. J'ai dit que ce n'était pas sain et qu'elle l'isolait de sa famille. Thomas a nié cela, mais a ensuite dit qu'il ne viendrait peut-être pas au dîner de famille pendant un moment parce que Laure ne se sentait pas à l'aise avec nous. Il a dit que lorsque nous serions prêts à être plus favorables, nous pourrions le contacter. Donc maintenant, Thomas ne parle à aucun de nous et Laure a réussi à le retirer des réunions de famille. Mes parents sont contrariés parce qu'ils ont l'impression de perdre leur fils. Je suis contrarié parce que mon frère s'est transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas. Le pire, c'est que je pense que Laure a planifié tout ça. Elle savait qu'apporter sa propre nourriture causerait un drame. Ensuite, elle a utilisé le drame pour se faire passer pour la victime et a retourné Thomas contre nous. Maintenant, elle l'a isolé et il la défend contre sa propre famille. Je ne sais pas quoi faire à partir de là. Mes parents veulent essayer d'arranger les choses, mais je ne vois pas comment nous pouvons le faire quand Laure a convaincu Thomas que nous sommes tous des gens terribles qui ne soutiennent pas son succès. Mise à jour 2. Cela fait environ 2 mois depuis ma dernière mise à jour, et les choses ont pris des tournures inattendues. Je ne prévoyais pas de poster à nouveau, mais plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour demander ce qui s'était passé. Alors, voici où en sont les choses maintenant. Après que Thomas a coupé le contact avec nous, mes parents étaient vraiment bouleversés. Ma mère disait surtout qu'elle avait l'impression de perdre son fils. Elle a commencé à suggérer que peut-être nous devrions tous nous excuser auprès de Laure juste pour récupérer Thomas. Mon père était contre, mais ma mère devenait désespérée. Environ 3 semaines après notre dernier incident de dîner en famille, ma mère a croisé Thomas à l'épicerie. Elle a dit qu'il avait l'air plus mince et fatigué. Quand elle a demandé comment il allait, il a dit qu'il allait très bien et que lui et Laure faisaient tous les deux des progrès incroyables avec ses objectifs de fitness. Ma mère a demandé si les dîners de famille lui manquaient et Thomas a dit qu'il était trop occupé par l'entraînement pour y penser beaucoup. Il lui a dit que la compétition de Laure n'était que dans 6 semaines et qu'ils étaient tous les deux en mode préparation. Apparemment, Thomas avait décidé de faire une compétition de physique masculin aussi. C'était une nouvelle pour nous tous. Thomas n'avait jamais montré d'intérêt pour le culturisme avant de sortir avec Laure. Il jouait au basket avec ses amis le week-end et allait à la salle de sport occasionnellement, mais il n'avait jamais été obsédé par le fitness comme ça. Ma mère a essayé de l'inviter à dîner, mais Thomas a dit que leur emploi du temps était trop strict en ce moment. Il a dit que peut-être après la compétition de Laure, il pourrait venir, mais seulement si nous promettions de ne pas faire de commentaires sur leur choix de vie. Quelques jours plus tard, mon cousin Damien, 26 ans, m'a appelé. Damien et Thomas étaient proches quand nous étions enfants, et ils gardaient encore contact occasionnellement. Damien a dit que Thomas l'avait contacté pour lui demander d'emprunter de l'argent pour les frais de compétition et les suppléments. Cela m'a surprise car Thomas a un bon travail dans l'informatique et n'est généralement pas à court d'argent. Damien a dit que Thomas semblait stressé par les finances et a mentionné que l'entraîneur de Laure coûtait cher. Apparemment, ils payaient tous les deux cet entraîneur plusieurs centaines par mois chacun. Damien a demandé à Thomas pourquoi il ne demandait pas simplement de l'argent à nos parents s'il en avait besoin. Thomas a dit qu'il ne voulait pas impliquer la famille dans son parcours de fitness parce que nous ne comprendrions pas l'investissement nécessaire pour réussir. Toute l'histoire semblait bizarre à Damien. Alors, il a fait des recherches sur l'entraîneur mentionné par Thomas. Il s'avère que cet entraîneur dirige un programme qui est essentiellement un système pyramidal. Il facture des frais élevés pour l'entraînement et les plans de repas, mais recrute aussi ses clients pour vendre des suppléments et amener de nouveaux clients contre commission. Damien a trouvé des publications sur les réseaux sociaux d'autres personnes qui s'étaient entraînées avec ce type. Plusieurs d'entre elles parlaient de la façon dont l'entraîneur les encourageait à couper les ponts avec la famille et les amis qui ne soutenaient pas leurs objectifs de fitness. Il y avait des publications sur le fait que le dévouement signifiait faire des sacrifices et s'entourer uniquement de personnes qui comprenaient votre engagement. Cela commençait à avoir du sens pourquoi Laure avait été si défensive à propos de son régime et pourquoi Thomas se retournait soudainement contre sa famille. Cet entraîneur leur mettait dans la tête des idées selon lesquelles les personnes vraiment dévouées devaient se séparer des influences négatives. Damien a décidé de rendre visite à Thomas à son appartement pour parler de ce qu'il avait trouvé. Quand il est arrivé là-bas, Thomas a ouvert la porte mais n'a pas voulu le laisser entrer. Damien a dit que Thomas avait l'air d'avoir perdu au moins 7 kg et semblait nerveux. Thomas a dit à Damien que Laure était à l'intérieur en train de préparer les repas et qu'il ne pouvait pas avoir de visiteurs pendant leur phase de préparation. Damien a interrogé Thomas directement sur l'entraîneur et l'aspect pyramidal.
Thomas s'est mis sur la défensive et a dit que Damien ne comprenait pas ce qu'il fallait pour être un athlète sérieux. Il a dit que leur entraîneur leur enseignait la discipline mentale et que cela signifiait supprimer les distractions de leur vie. Il a dit que les membres de la famille qui remettaient en question leur méthode étaient exactement le genre d'énergie négative qu'ils devaient éviter. Damien a souligné que Thomas n'avait jamais parlé comme ça avant de sortir avec Laure. Il a rappelé à Thomas tous les bons moments que notre famille avait passés ensemble et a demandé s'il pensait vraiment que nous étions tous des gens négatifs. Thomas s'est agité et a dit qu'il n'avait pas le temps pour cette conversation. Il a dit à Damien qu'après sa compétition, il prouverait à tout le monde que son nouveau mode de vie fonctionnait. Puis il a fermé la porte. Damien m'a appelé juste après ça et m'a tout raconté. Nous avons décidé de dire à mes parents ce qui se passait. Mon père était en colère et voulait aller confronter Thomas immédiatement. Ma mère s'inquiétait pour la santé de Thomas et voulait l'appeler. Nous avons décidé d'attendre et de voir ce qui se passerait avec la compétition de Laure. Nous nous sommes dit qu'une fois que ce serait fini, peut-être que Thomas sortirait de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. La compétition de Laure a eu lieu le week-end dernier. Ma mère l'a découvert via les réseaux sociaux, et nous avons tous regardé les résultats en ligne. Laure a terminé 7e sur 12 femmes dans sa catégorie. Pas terrible pour une première compétition, mais pas le succès incroyable pour lequel elle avait travaillé. J'ai pensé que peut-être cela la rendrait un peu plus humblée, que les choses pourraient revenir à la normale. Mais le contraire s'est produit. Thomas a posté sur les réseaux sociaux à quel point il était fier de Laure et comment la compétition n'était que le début de leur parcours de fitness. Il a posté des photos d'eux de l'air extrêmement maigre et a parlé de la façon dont il planifiait déjà la prochaine compétition. Puis hier, Damien a reçu un autre appel de Thomas demandant plus d'argent. Cette fois, Thomas a dit qu'il avait besoin de fonds pour un cours de certification en nutrition que son entraîneur proposait. Thomas a dit que lui et Laure pensaient devenir eux-mêmes entraîneurs pour pouvoir aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs de fitness. Damien a demandé à Thomas carrément s'il était heureux. Thomas a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux ou plus concentré de sa vie. Mais Damien a dit que Thomas avait l'air de réciter les répliques d'un scénario plutôt que de parler avec son cœur. Toute la situation donne l'impression que Thomas et Laure s'enfoncent davantage dans cette secte du fitness plutôt que de revenir à la réalité. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas, s'isolent de leur famille et prévoient de recruter d'autres personnes dans le même programme. Mes parents ont le cœur brisé. Ils n'arrêtent pas de demander ce qu'ils ont fait de mal et se demandent s'ils devraient essayer d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que nous puissions faire tant que Thomas croit que nous sommes le problème. L'entraîneur les a convaincus que quiconque remet en question leur méthode est sans soutien et les retient. C'est une configuration parfaite parce que toute critique ou préoccupation est étiquetée comme de la négativité qu'ils doivent éliminer de leur vie. Je n'aurais jamais pensé qu'une dispute sur le fait d'apporter de la nourriture à un dîner d'anniversaire conduirait à perdre mon frère au profit de ce qui équivaut essentiellement à une secte du fitness, mais nous y voilà. Dernière mise à jour, ce sera ma dernière mise à jour sur cette situation. Cela fait 3 mois depuis mon dernier post, et malheureusement, les choses ont empiré plutôt que de s'améliorer. La compétition de physique masculin de Thomas a eu lieu il y a 6 semaines. Il a terminé dernier de sa catégorie et avait l'air extrêmement en mauvaise santé sur scène. Mon cousin Damien a trouvé des photos de l'événement en ligne et Thomas avait l'air squelettique. Son visage était émacié et on pouvait voir chaque côte et veine de son corps. Après la compétition, nous avons pensé que peut-être Thomas réaliserait que ce mode de vie extrême ne fonctionnait pas pour lui. Au lieu de cela, il a redoublé d'efforts encore plus forts. Thomas et Laure se sont tous deux inscrits pour une autre compétition dans seulement 4 mois. Ils se sont aussi tous deux inscrits au programme de certification d'entraîneur qui leur a coûté environ 2800 € chacun. Thomas a dû faire un prêt personnel pour se le permettre parce qu'il avait déjà dépensé toutes ses économies. Mes parents ont essayé une fois de plus de contacter Thomas. Ma mère lui a envoyé un long SMS disant qu'elle s'inquiétait pour sa santé et ses finances. Elle a dit qu'il manquait à la famille et qu'il voulait le soutenir de manière saine. La réponse de Thomas a été froide et brève. Il a dit que la définition du soutien de notre famille était d'essayer de l'empêcher d'atteindre son potentiel. Il a dit que lui et Laure avaient trouvé leur but dans la vie et n'avaient pas besoin de gens autour d'eux qui ne pouvaient pas comprendre leur dévouement. C'était la dernière communication directe que l'un d'entre nous a eue avec Thomas. Mais nous avons continué à entendre parler de ce qui se passait par Damien et par les réseaux sociaux. 3 semaines après sa compétition, Thomas a quitté son emploi dans l'informatique. Il a posté en ligne sur la façon dont la vie en entreprise l'empêchait de poursuivre sa véritable vocation de professionnel du fitness.
Il a dit qu'il allait se concentrer à temps plein sur la construction de son entreprise d'entraînement. Le problème était que Thomas n'avait aucun client et aucun plan d'affaires. Il espérait juste qu'obtenir la certification via le programme de ses entraîneurs mènerait d'une manière ou d'une autre au succès. Laure a quitté son emploi à peu près au même moment. En moins d'un mois, ils ne pouvaient plus payer leur appartement. Ils ont emménagé chez les parents de Laure, qui apparemment étaient aussi pris dans cette obsession du fitness. D'après ce que Damien a entendu, toute la famille de Laure avait rejoint le programme des entraîneurs et vivait tous ensemble ce mode de vie extrême. Thomas a commencé à poster des messages désespérés sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des clients pour l'entraînement personnel. Il proposait des tarifs extrêmement bas et promettait des résultats spectaculaires. Les posts étaient embarrassants parce que Thomas avait l'air malade et désespéré sur ses photos. Il y a 2 mois, Damien a reçu un appel de Thomas à 2 heures du matin. Thomas demandait à Damien de se porter caution seul parce que Thomas voulait louer un espace pour une salle de sport. Thomas a dit que c'était sa chance de construire quelque chose de réel et que Damien pouvait faire partie de son histoire à succès. Damien a dit à Thomas qu'il s'inquiétait pour lui et a suggéré à Thomas de prendre du recul par rapport à tout ce truc de fitness et d'essayer de remettre sa vie sur les rails. Thomas s'est mis en colère et a accusé Damien d'être jaloux et sans soutien comme le reste de notre famille. C'était la dernière fois que quelqu'un de notre famille avait des nouvelles de Thomas directement. Mais le mois dernier, nous avons découvert qu'il avait été expulsé de chez les parents de Laure. Apparemment, même sa famille s'était lassée de soutenir les projets commerciaux ratés de Thomas et Laure. Mon père a engagé un détective privé pour savoir où vivait Thomas. Nous avons découvert que Thomas et Laure séjournaient dans un hôtel bon marché et travaillaient tous les deux à temps partiel dans un magasin de compléments alimentaires. Le magasin appartenait à leur entraîneur. Donc, en gros, Thomas est passé d'une carrière décente à travailler dans la vente au détail pour la personne qui avait détruit sa vie. Mes parents voulaient conduire jusqu'à l'hôtel et essayer de parler à Thomas en personne. Je les ai convaincus de ne pas le faire parce que je pensais que cela ne ferait que repousser Thomas plus loin, mais ma mère ne supportait pas de savoir que son fils vivait dans un hôtel miteux. Il y a 2 semaines, ma mère est allée au magasin de compléments alimentaires où travaillait Thomas. Elle a dit qu'elle voulait juste le voir et s'assurer qu'il allait bien. Quand Thomas l'a vu, il lui a dit de partir immédiatement. Il a dit qu'elle n'était pas la bienvenue ici et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec son ancienne vie. Ma mère a commencé à pleurer et a essayé de dire à Thomas qu'elle l'aimait et s'inquiétait pour lui. Thomas a appelé son manager et a fait escorter ma mère hors du magasin. Le manager lui a dit que la famille de Thomas lui causait des problèmes et qu'elle devait rester à l'écart. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Voir ma mère rentrer à la maison en pleurant parce que son propre fils l'avait fait virer d'un magasin était trop. J'ai réalisé que Thomas était parti et ne reviendrait pas. J'ai dit à mes parents que nous devions accepter que Thomas avait fait son choix. Il avait choisi Laure et ce mode de vie de fitness tordu plutôt que sa famille. Nous ne pouvions pas sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Mon père était d'accord, mais ma mère avait du mal à lâcher prise. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il devait y avoir quelque chose que nous pouvions faire. Mais il n'y avait rien. Thomas avait coupé tous les ponts avec nous et avait clairement fait savoir qu'il nous considérait comme des ennemis. La semaine dernière, nous avons appris par Damien que Thomas et Laure avaient rompu. Apparemment, Laure a trouvé un nouveau petit ami qui était également impliqué dans le programme des entraîneurs. Elle a déménagé de l'hôtel et a laissé Thomas complètement seul. On pourrait penser que ce serait le signal d'alarme pour Thomas, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de contacter sa famille ou d'essayer de reconstruire sa vie, Thomas est devenu encore plus obsédé par le programme de fitness. Il a commencé à poster en ligne sur la façon dont la trahison de Laure ne faisait que prouver qu'il devait se concentrer entièrement sur ses objectifs. Thomas vit maintenant seul dans cette chambre d'hôtel, travaillant à temps partiel dans un magasin de compléments alimentaires et passant tout son temps libre à la salle de sport. Il a tout perdu, son travail, ses économies, sa petite amie, sa famille, sa santé. Mais il croit toujours qu'il est sur la bonne voie. Mes parents ont arrêté de parler de Thomas. C'est trop douloureux pour eux de continuer à espérer qu'il reviendra alors qu'il a si clairement fait savoir qu'il ne le ferait pas. Nous avons tous dû accepter que le frère et fils que nous connaissions est parti. Je pense encore à ce dîner d'anniversaire parfois. Si Laure m'avait juste envoyé un texto disant qu'elle avait besoin d'apporter sa propre nourriture, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais je réalise maintenant que le dîner n'était pas vraiment le problème. Laure allait toujours trouver un moyen d'isoler Thomas de sa famille parce que c'est ce que font les gens comme elle. Le plus triste, c'est que Thomas pense qu'il vit une histoire inspirante sur le dévouement et la poursuite de ses rêves. Mais en réalité,
Il est juste un exemple édifiant de la facilité avec laquelle on peut tout perdre quand on tombe amoureux de la mauvaise personne et des mauvaises idées. Je ne m'attends pas à avoir de nouveau des nouvelles de Thomas. Il a fait son choix et apparemment nous n'en faisons pas partie. Parfois, il faut accepter qu'on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes, même quand ils sont de votre famille.